Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'implémentation d'une double authentification en PHP. Alors on va ajouter un facteur d'authentification en plus du mot de passe, on va proposer à nos utilisateurs d'entrer un code qu'ils auront reçu. Et ce code-là, puisque vous allez voir qu'il y a pas mal de lexique à connaître avec la double authentification et l'authentification de manière générale, on va parler d'un OTP, c'est-à-dire un one-time password, donc comprenez un mot de passe ou un code à usage unique. Dans notre cas ici, on ne va pas utiliser un OTP, mais un TOTP qui est pour Time Based One Time Password, qui veut dire un code à usage unique basé sur le temps. Ça va nous éviter totalement d'avoir à passer par un serveur d'envoi d'email ou de SMS ou quoi que ce soit d'autre. On va pouvoir simplement demander à l'utilisateur d'utiliser une application sur son smartphone ou sa tablette par exemple, qui va lui permettre de générer directement ces codes TOTP de son côté. Donc ça a un côté qui est assez pratique. Il y a une spécification complète technique qui existe, qui a été rédigée par l'IETF. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. C'est de la lecture vraiment très technique si vous voulez creuser un peu. Mais dans le cadre de ce tutoriel, on va plutôt utiliser des librairies et applications qui permettent déjà de gérer une bonne partie de tout ça pour pas avoir à faire une intégration from scratch. Donc je vais vous présenter tout ça, mais en tout cas, c'est sur ce principe de TOTP qu'on va se baser pour cette vidéo. Notamment par rapport à la génération des TOTP, je vous propose d'utiliser une application qui s'appelle Google Authenticator et qui permet justement de générer ces TOTP de façon totalement automatique. Et on peut en ajouter à la volée dessus, donc on peut créer notre propre système de TOTP et demander à cette application-là de générer des codes pour nous. Donc c'est très pratique, il en existe évidemment d'autres, il y a par exemple LastPass, 2FA Authenticator, il y a Microsoft Authenticator également, enfin il y en a vraiment plein qui existent et moi je vous propose juste de découvrir celle-ci puisque c'est une application que j'utilise à titre personnel, et de toute façon le principe est exactement le même, quelle que soit l'application que vous allez utiliser, ou même que vos utilisateurs décideront d'utiliser si vous choisissez d'implémenter ce principe de double authentification. Petit disclaimer tout de même, je vais faire dans cette vidéo pas mal de raccourcis sur la partie sécurité tout au long du tuto, le but étant que ce soit un petit peu plus digeste et que la vidéo dure pas 3 heures non plus, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur tout ça. Je veux vous montrer vraiment comment techniquement ça fonctionne, comment on peut implémenter ça, quel est le processus d'implémentation justement de cette double authentification TOTP. Mais par contre, je reviendrai quand même dans le chapitre aller plus loin, donc à la fin de cette vidéo, sur quelques problématiques de sécurité et quelques choses auxquelles il faut faire attention lorsqu'on va utiliser justement cette double authentification TOTP. Et avant de plonger tête baissée dans du code, je vous propose de découvrir le principe justement de fonctionnement de cette double authentification, le principe simplifié en tout cas. Alors la première étape, eh bien, ça va être de créer un code secret de façon aléatoire du côté de notre serveur. Ce code secret, on va devoir le communiquer à notre utilisateur pour qu'il le stocke sur son téléphone, c'est-à-dire dans l'application de génération des TOTP, typiquement dans ce cas-là Google Authenticator. Et on va stocker également le secret du côté du serveur, ce code secret, par exemple dans notre base de données avec l'utilisateur. On va dire voilà, l'utilisateur A correspond tel code secret. À partir de ce moment-là, on peut considérer que le téléphone de l'utilisateur et notre serveur sont synchronisés avec des gros guillemets, mais c'est simplement qu'ils partagent un secret qui va leur permettre de générer et vérifier des codes TOTP pour être sûr qu'ils soient bien valides. Je vous donne un exemple, si le serveur crée un secret qui s'appelle bateau, eh bien l'utilisateur va devoir prendre son application Google Authenticator, mettre dedans le code bateau, et à partir de là, l'application va générer toute seule dans son coin des codes toutes les 30 secondes, elle va générer un nouveau TOTP, et le serveur, en utilisant ce même code bateau, qui aura été stocké avec l'utilisateur, il va pouvoir vérifier lorsque l'utilisateur entre son TOTP s'il est bien valide ou pas. Donc voilà tout le principe, et du coup à chaque connexion de l'utilisateur, eh bien on va lui redemander un TOTP, et on va vérifier si ce TOTP est bien valide ou non à partir du secret du coup qui est partagé. Pour abstraire un peu la chose, un TOTP c'est un peu comme le hash du temps qu'il est actuellement, plus du secret qui est partagé uniquement entre le serveur et l'utilisateur, sinon tout le monde pourrait générer un TOTP à partir du temps uniquement, donc c'est pour ça que ce secret est vraiment important, et du coup à partir de ces deux informations, eh bien le serveur et l'utilisateur vont pouvoir se mettre d'accord sur ce qui a un code valide ou pas. Et du coup à chaque connexion de l'utilisateur, eh bien il ne nous restera plus qu'à lui demander un TOTP et à vérifier du côté du serveur si ce TOTP est bien valide ou non, pour lui laisser justement l'accès au serveur. Petite précision quand même, vous vous doutez bien qu'un code secret, ça va pas être juste un mot comme ça, comme bateau par exemple, mais ça va être une chaîne de caractères plus longue avec des chiffres et des lettres à l'intérieur, et du coup ce serait très contraignant pour l'utilisateur d'avoir à prendre son application sur le téléphone et de rentrer caractère par caractère ce code secret. Pour cette raison-là, on va utiliser un QR code plutôt que l'utilisateur va venir scanner avec son téléphone ou sa tablette par exemple, et qui va lui permettre de venir récupérer de façon totalement automatique ce code secret.
Maintenant que vous savez un petit peu plus en détail comment tout ça fonctionne, quel est le workflow, on va dire, d'utilisation d'un code TOTP, eh bien je vous propose de plonger dans la base de code que l'on va utiliser justement dans le cadre de ce tuto. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller voir la vidéo comment sécuriser des mots de passe en PHP, puisque dans cette vidéo-là, on reprend une bonne partie quand même de la base de code qu'on avait utilisée dans cette précédente vidéo. Ceci étant dit, on va quand même y apporter quelques modifications, je vais vous montrer tout ça. Alors on a toujours une page index qui n'a pas du tout bougé, qui contient toujours deux formulaires, un formulaire pour l'inscription et un autre pour la connexion. Donc là simplement des champs à chaque fois email et mot de passe. On va ensuite avoir un script login.php qui va nous permettre d'authentifier, de connecter un utilisateur, et en cas d'identification qui est bien réussie, on va stocker l'identifiant de l'utilisateur connecté directement dans une variable de session, donc ici session et user ID, et on va rediriger l'utilisateur vers une page de profil, ici profil.php. On a également une page qui va nous permettre de faire un logout, donc de nous déconnecter, qui va simplement détruire la session et nous rediriger vers l'accueil. On va avoir une page register, c'est plutôt le traitement du formulaire register qui va nous permettre de nous créer un compte, donc ici avec juste une adresse email et un mot de passe, et en cas d'inscription réussie, on aura juste l'indication inscription réussie et c'est tout. Et enfin, on a la page profil.php qui ne fait qu'afficher le profil de l'utilisateur qui est actuellement connecté. Donc on récupère son ID dans la variable de session. Si d'ailleurs on n'a pas d'utilisateur connecté, on est redirigé vers l'accueil, ici avec ce header location vers un slash, donc vers la page d'accueil. Et autrement, eh bien, on va chercher notre utilisateur dans la base de données avec cette petite requête, et on va l'afficher un petit peu plus bas avec un vardump. Donc je me suis vraiment pas cassé la tête, hein, j'ai juste fait un vardump de ce que l'utilisateur contient, et on verra comme ça tous ces champs. Dernière petite modification, vu qu'on utilise ici une session, on a une session qui est démarrée, j'ai renommé le fichier qu'on avait appelé dans le tutoriel sur la sécurisation des mots de passe db.php, je l'ai renommé en config.php, et en fait le fonctionnement reste le même, c'est juste qu'on a un session start au début qui démarre justement la session PHP. Au niveau de la base de données, le principe est exactement le même. On a une table users, donc avec nos utilisateurs, qui contient un identifiant, un email, un mot de passe, et je vais tout de suite ajouter à ça un nouveau champ, donc alter table users, add, et je vais mettre ici un champ secret qui va nous permettre de stocker notre clé secrète. Je vais mettre un varchar 255 juste pour être large, validé. Et donc ici, si je viens d'écrire ma table desk users, on a cette fois-ci un ID, un email, un mot de passe et un code secret également qu'on va pouvoir stocker. Ce sera le fameux secret dont je vous parlais qui sera utilisé dans le cadre de la double authentification. Je vais donc vous présenter maintenant la librairie que l'on va utiliser qui s'appelle Two Factor Auth et qui est une librairie que vous pouvez retrouver directement sur GitHub. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et c'est cette librairie-là qui va nous faciliter un petit peu la vie puisqu'elle est déjà prévue. C'est une librairie faite pour l'authentification à deux facteurs et elle est déjà prévue pour gérer quelque chose pour nous, notamment la génération d'un code secret, la génération également du QR code, la création du QR code que l'on va afficher à l'utilisateur et qu'il va scanner pour récupérer justement son secret. Et enfin, une fonction également de vérification du TOTP, donc du code entré par l'utilisateur. Donc si dans Usage ici on vient sur le Getting Started ou bien que vous allez sur la démonstration ou sur d'autres pages, vous allez retrouver la documentation, mais bien sûr je vous mets tout ça dans la description. Et ici on a par exemple un exemple de comment installer justement ce module, cette librairie, comment l'utiliser également pour créer un secret, pour vérifier un code entré par l'utilisateur, et sur toute la partie QR code également que la librairie propose. Donc c'est une librairie qui est plutôt sympa, à noter qu'il en existe plein d'autres dans le même registre qui permettent de faire des choses similaires. Je vous montre ici cet exemple en PHP et avec cette librairie Two Factor Auth, mais vous pouvez utiliser, le principe en fait sera exactement le même, que ce soit avec une autre librairie ou que ce soit dans un autre langage de programmation, ça marchera totalement de la même façon. On va donc pouvoir passer à l'implémentation et la dernière chose qu'il va falloir préparer juste avant de commencer à entrer vraiment dans la partie programmation, eh bien c'est d'avoir Composer puisque pour installer cette librairie là, on va avoir besoin justement de Composer qui est un gestionnaire de dépendances pour PHP et avec cette ligne de commande là, on va pouvoir importer notre librairie. Composer, si jamais vous ne l'avez pas d'installer sur votre machine, je vous mets un lien dans la description, vous avez juste à aller sur ce lien là, à copier ces quelques lignes de code dans votre console et l'installation se fera automatiquement. Voilà, je vais pas aller plus loin par rapport à ça, puisque le but c'est pas de faire un tutoriel sur Composer, vous allez voir que ça s'utilise de façon très simple. On va copier ici cette ligne qui nous permet d'installer justement cette dépendance, d'installer cette librairie pour qu'on puisse l'utiliser. On va revenir dans notre code, et ici dans un terminal, je vais couper par exemple mon serveur PHP, je vais me mettre au niveau du dossier double auth, donc qui correspond au dossier dans lequel j'ai mon code ici, et on va venir coller cette ligne directement pour installer cette dépendance.
Vous voyez ici que Composer m'a créé un dossier vendor, il m'a créé également des fichiers JSON, donc ici notamment composer.json qui liste les dépendances du projet, donc qui liste ici cette librairie que l'on a importée, et donc on va pouvoir l'utiliser à présent dans notre code. À l'intérieur de ce dossier vendor, on va retrouver un fichier qui s'appelle autoload.php, et autoload, en fait, c'est le fichier qui va nous permettre de charger les dépendances automatiquement. On va donc juste aller dans notre fichier de configuration, au même endroit que là on récupère la base de données, et on va venir faire un require de /vendor/autoload.php, et de cette façon-là, eh bien, on va récupérer, on va charger plutôt automatiquement nos dépendances, donc notamment ici ce two-factor-auth, cette librairie two-factor-auth dont on a besoin. Je vais enregistrer le fichier et on va donc pouvoir passer à l'implémentation concrète de cette double authentification. Je vais donc relancer ici mon serveur PHP, on va mettre ça en plus petit, et je vais venir commencer par créer un compte utilisateur, puisque pour l'instant ma base de données, ma table ici, est complètement vide. Si je fais select all from users, on va voir qu'il n'y a aucun résultat. Je vais donc me placer sur la page de connexion, je vais entrer ici une adresse mail, par exemple boris@example.org, le code 1234 et cliquer sur inscription. Il me dit bien inscription réussie, je vais donc pouvoir retourner ici sur la page d'accueil pour avoir le formulaire de connexion, et ici je vais venir rentrer la même adresse mail, donc boris@example.org, 1234, connexion, et on va se retrouver ici sur notre profil. On peut donc se déconnecter et on voit en dessous les informations sur l'utilisateur, c'est-à-dire l'identifiant 1, l'adresse email que l'on a saisie, notre mot de passe, mais ici de façon hachée, et ensuite le secret, donc le code secret ici que l'on va voir pour mettre en place justement avec cette double authentification. Pour nous occuper de ce secret, la première chose dont on va avoir besoin, eh bien, c'est d'importer déjà là-dedans, d'utiliser notre librairie d'authentification à double facteur. On va donc faire en sorte que depuis sa page de profil, l'utilisateur puisse activer la double authentification. Pour ça, on va avoir besoin d'importer la librairie justement que l'on a chargée, cette librairie two-factor-auth. On va donc utiliser ce petit bout de code qui est donné dans la documentation pour créer une instance, c'est-à-dire d'utiliser le bon namespace en PHP qui va nous permettre d'accéder à cette librairie, et ensuite de faire new two-factor-auth qui va nous permettre d'instancier, donc de créer un objet qui va nous permettre d'utiliser l'authentification à deux facteurs. Maintenant qu'on a cette instance-là, on va pouvoir s'en servir pour générer justement un code secret. On va donc faire ça de suite, on va créer un code secret que je vais appeler par exemple secret, égal, et on va dire ici tfa, une flèche, et create secret. Ça, c'est une méthode qui a été créée et qui existe dans la librairie two-factor-auth. Ce code secret, on va pouvoir l'afficher, donc pour ça on peut se mettre par exemple un petit peu plus bas ici sur notre page, et on va venir dire dans un paragraphe, code secret, et afficher notre code secret. Si je viens ici enregistrer la page et que je reviens sur le navigateur, je peux recharger cette page et vous voyez un code secret, et si je recharge la page à chaque fois, on a un code secret qui est différent. Maintenant, le code secret, c'est bien, mais comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on aimerait, c'est plutôt afficher un QR code qui va nous permettre, ou plutôt qui va permettre à l'utilisateur de scanner ce code et de récupérer le code secret bien plus facilement. Pour afficher un QR code à l'utilisateur, vous allez voir que c'est pas bien compliqué. On va ici rajouter une ligne et on va mettre une image img src, donc là c'est vraiment du HTML. Et dans la source de cette image, par contre, on va mettre du PHP et on va dire tfa, une flèche, get QR code image as data URI. Alors c'est assez long, mais au moins c'est très parlant. On dit juste qu'on veut récupérer l'image du QR code sous forme de data URI et non pas date URI, c'est-à-dire une longue chaîne de caractères qui est la source de notre image. Donc en fait, dans SRC, on aura directement l'image qui va se charger automatiquement. À présent, il faut lui donner des paramètres. Le premier paramètre, ça va être le titre de notre site. Par exemple, ici, je vais écrire tuto. Et en second paramètre, on va donner le code secret, donc secret, que l'on a créé. Si on vient enregistrer ça, je vais enregistrer ici ce fichier, on va recharger la page. Vous voyez qu'on a à chaque fois un QR code différent qui apparaît avec chaque code. Et du coup, à partir de là, on va pouvoir scanner ce QR code et avoir une génération depuis notre application Google Authenticator ou une autre application. On va avoir une génération automatique de nos codes à usage unique. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est que avant d'enregistrer ce code secret dans notre base de données, on veut absolument s'assurer que l'utilisateur ait bien scanné son QR code et qu'il ait stocké ce code secret avant d'activer l'authentification à double facteur sur son compte.
Ce qu'on va donc faire, on peut pas juste lui mettre enfin on pourrait techniquement, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Au lieu de lui mettre juste un bouton qui dise par exemple activer la double authentification et ensuite on ne sait pas si l'utilisateur a bien scanné le code ou pas, on va lui demander de scanner ce code avec son application, on va lui afficher juste en dessous un champ, donc une entrée, une input classique, et on va lui demander d'entrer le code donné par son application dans ce champ pour vérifier si ce code TOTP correspond bien à un code généré à partir de ce secret, et donc si l'utilisateur a bien scanné le bon QR code et que tout est paramétré correctement. Je vais vous montrer comment ça marche, vous allez voir dans la pratique que ça va être bien plus parlant qu'en l'expliquant comme ça. On va rajouter, je vais juste mettre un petit peu plus de texte ici pour qu'on sache où on se trouve. On va mettre ici activation double authentification. Dans un titre, comme ceci, on affiche le code secret, on affiche également le QR code, donc là je vais juste l'indiquer de cette façon, QR code. On va venir rajouter également un formulaire, donc form méthode égale post. Je vais pas mettre d'action puisqu'on va traiter l'action directement sur cette page-là, sur la page de profil, et on va mettre à l'intérieur une input de type texte qui sera avec un placeholder, du coup la vérification du code. Et enfin, un name, on va dire par exemple TFA-code, c'est-à-dire donc TFA pour Two Factor Authentication, et code, le code qu'on a entré pour cette authentification à double facteur. On va rajouter un bouton type Submit, donc ici pour valider simplement le formulaire, et on va venir traiter à présent ce formulaire au niveau de notre code. Donc pour traiter ce formulaire, eh bien, on va se placer un petit peu plus haut. Voilà, à cet endroit-là par exemple, juste avant de faire la requête de l'utilisateur, on va se placer ici et on va dire si jamais le code, enfin la variable ici post TFA code n'est pas vide, dans ce cas-là on va vérifier si le code contenu est un bon code, c'est-à-dire s'il correspond au secret que l'on a généré. Donc on va faire ça, on va utiliser TFA, ici toujours notre variable TFA, et à partir de cette variable, de cet objet en PHP, on va pouvoir utiliser une autre méthode fournie par la librairie qui s'appelle verifyCode et qui va nous permettre de vérifier un code saisi par l'utilisateur par rapport à un code secret. Donc on va lui donner un paramètre, en premier paramètre le code secret que l'on a généré, et en second paramètre le code qui a été envoyé par l'utilisateur. À nouveau, pour que ça reste compréhensible, je ne fais pas toute la partie sécurisation en vérifiant les entrées de l'utilisateur, en vérifiant que ce soit bien des chiffres, en faisant des HTML special chars, etc. Mais si vous l'utilisez sur un système en production, sur vraiment un site internet qui est en ligne et qui est accessible au public, je vous invite très fortement à rajouter ces couches de sécurité pour vérifier les entrées de vos utilisateurs. Si le code est valide, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est de stocker notre code secret dans la base de données directement. C'est-à-dire que là, si on sélectionne nos utilisateurs, on a un email, un mot de passe et un secret qui est nul. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est que si le code a été entré par l'utilisateur, ça veut dire qu'il a scanné le QR code avec le bon secret, et s'il l'a bien scanné et que son code est donc valide, son code TOTP, à ce moment-là, on va pouvoir enregistrer le secret dans la base de données et activer l'authentification à deux facteurs pour ce compte. On va donc pouvoir s'occuper de ça, et ici je vais mettre pour l'instant juste code valide, et en dessous, dans un else, juste code invalide. La raison pour laquelle je vais vous montrer ça avant d'aller plus loin, c'est parce que si on laisse ça afficher de cette façon-là, le problème c'est que le code change à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je recharge la page, on génère un nouveau code. Le problème, c'est que si un utilisateur entre un code de vérification qui correspond à ce code secret, qui a été généré à partir de ce code secret, eh bien dans notre traitement, on va d'abord générer un nouveau secret, et c'est seulement après que l'on va vérifier dans notre traitement si le code entré par l'utilisateur est bien valide ou non. Du coup, c'est assez problématique, et ce qu'on aimerait faire, c'est plutôt d'utiliser un code secret qui ne change pas autant, et pour ça, je vous propose d'utiliser une variable de session dans laquelle on va stocker notre code secret. On va dire ici, par exemple, session tfa-secret est égal à tfa create secret, ça c'est la même chose, sauf qu'ici on ne va pas le faire à chaque fois que l'utilisateur recharge la page, on va plutôt le faire juste si cette variable de session est vide, c'est-à-dire la première fois qu'on arrive sur cette page. Donc on va indiquer dans notre code, si la variable tfa secret est vide, enfin cette variable de session est vide, dans ce cas-là on va créer un nouveau secret, et on va l'afficher plus bas. Et du coup, ici, au lieu d'utiliser à chaque fois la variable $secret, on va utiliser systématiquement notre variable de session. Alors là, pour pas avoir à tout réécrire et pour que ça reste un petit peu plus simple à lire, ce que je vais faire, c'est que je vais juste dire que secret est égal à session tfa-secret. J'enregistre ici la page profil.php, et si je viens rafraîchir la page, cette fois-ci, vous allez le voir, le code ne change plus, le QR code non plus, on a un seul code secret qui est généré pour l'utilisateur.
Et si l'on vient se déconnecter, donc retenez bien, ça commence par NCY, si l'on vient se déconnecter et que l'on se reconnecte, vu qu'on a détruit notre session et qu'on en recrée une, on aura cette fois-ci un nouveau code, vous voyez, ça commence plus par NCY, on a un nouveau code qui a été généré. Et si je recharge la page plusieurs fois, on a toujours le même code. On va donc cette fois-ci pouvoir vraiment vérifier le code entré par l'utilisateur. Je vais donc passer à présent sur mon téléphone, ouvrir l'application Google Authenticator et je vais ajouter un nouveau code. Donc pour ça, je vais cliquer sur le petit bouton plus, scan QR code, et ici on va pouvoir scanner tout simplement ce QR code. Vous voyez que ça l'a ajouté tout en bas, on a bien tuto, il m'affiche un code qui est 722-790 et qui va changer à chaque fois. Donc si je viens entrer ici un code de vérification qui est 722 et j'en mets un faux, par exemple 791, je clique sur valider, il me dit code invalide. Par contre, si je viens écrire 722-790 et que je valide, il va me dire cette fois-ci code valide. Si on attend un petit peu plus longtemps et que le code expire, vous allez voir que là tout va devenir rouge sur l'application. Voilà, les codes sont en train d'expirer. Et si on vient saisir ce code 722-790 que je valide, il va me dire qu'il est toujours valide, et la raison pour laquelle il m'indique ça, c'est parce qu'il y a une période de marge, on a un code de marge, 30 secondes de marge, pour toujours pouvoir rentrer un code généré précédemment, qui sera encore considéré comme valide. On a juste une petite période de marge, et avec certaines librairies, vous pouvez d'ailleurs paramétrer cette marge pour qu'elle soit plus ou moins tolérante. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais en tout cas, si on entre un code qui est erroné, eh bien on a l'indication code invalide. Les codes ont été rechargés. Si je le réessaye à présent, vous voyez que si je valide, il me dit code invalide et il faudrait que j'entre le code 250-106, qui est le code actuel, pour que le code soit à présent valide. Du coup, on va pouvoir enregistrer notre code secret cette fois-ci dans la base de données. Pour ça, on va revenir au niveau du code et à la place d'écrire ici code invalide, on va écrire une nouvelle requête dans la base de données, donc db prepare, update users, set secret égale secret, ici il me le détecte comme un mot-clé, mais évidemment c'est un champ de la base de données, et on va dire where id égale 2.id, qui est l'id de l'utilisateur. On va pouvoir attacher à ça nos valeurs, donc secret ici qui est la valeur du secret, et l'id de l'utilisateur, qBindValue id, qui est le session, la variable de session qui contient l'id de l'utilisateur connecté. On va pouvoir exécuter cette requête, et une fois que ça a été fait, alors là il faudrait évidemment vérifier si l'exécution s'est bien déroulée, il faudrait en informer l'utilisateur, etc. Là je veux vraiment aller droit au but pour vous montrer techniquement comment ça fonctionne, mais après vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez pour l'implémenter de façon plus propre. Donc une fois qu'on a fait ça, si je viens cette fois-ci rentrer le code de vérification actuel, donc il faut que je revérifie sur l'application, cette fois-ci c'est le code numéro 699-422, si je viens valider ce code-là, il va me dire, alors il me dit rien du tout, mais par contre au niveau de la sélection ici, je peux sélectionner tous mes utilisateurs, vous voyez que le code secret a été enregistré. Une fois que le code est enregistré, on pourrait d'ailleurs tout à fait choisir de masquer ici le formulaire d'activation de la double authentification. On pourrait dire par exemple si on n'a pas de secret, donc if not user secret, tant qu'on n'a pas de secret pour cet utilisateur, c'est-à-dire qu'on n'a pas de secret enregistré dans la base de données, dans ce cas-là, on va afficher ce formulaire-là pour activer la double authentification, et sinon, si jamais on a déjà un code secret, on va lui dire double authentification, donc 2FA activé. Vous voyez d'ailleurs qu'on utilise parfois 2FA pour dire Two Factor Authentication, comme TFA, les deux veulent dire la même chose. Et ici, on a donc notre formulaire qui ne va plus apparaître si l'utilisateur a bien un secret, un code secret de double authentification enregistré dans la base de données. Je peux donc recharger la page ici, et vous voyez cette fois-ci qu'il me dit 2FA, donc double authentification activée. En plus de ça, on voit à ce niveau-là qu'on a bien le secret, donc dans les informations d'utilisateur, qu'on a bien le code secret qui a été enregistré. Du coup, on n'a plus qu'à rajouter un nouveau champ au niveau de la connexion, puisque pour l'instant, je peux toujours me connecter avec juste mon email et mon mot de passe. Il va falloir utiliser cette double authentification pour que ça fonctionne. Pour ça, on va venir se placer au niveau de notre traitement du login, de la connexion, et on va venir ajouter, une fois qu'on a vérifié le mot de passe, c'est vraiment une étape supplémentaire, on va venir ajouter une autre vérification, cette fois-ci, sur l'authentification à double facteur. On va donc devoir faire comme pour profile.php, on va utiliser ici ce use avec le bon namespace et on va créer un objet TFA. On peut d'ailleurs en créer juste quand on en a besoin, on peut le créer à ce niveau-là dans notre script. Et on va pouvoir vérifier ici si le code correspond bien. Donc ici, TFA, une flèche, verify code. Le premier paramètre qu'on va insérer, c'est toujours le code secret, le secret de l'utilisateur, donc ici user secret.
Et le second paramètre, ce sera celui envoyé par l'utilisateur, donc par exemple ici TFA code, qu'on va créer un petit peu plus haut. Voilà, TFA code égale, et on va dire que ce sera dans post TFA-du-bas code. À nouveau, je ne fais pas de vérification sur l'email, le code, les valeurs, etc. Ça, il faut évidemment utiliser ces vérifications de sécurité si vous utilisez ce code-là en production, mais en tout cas, pour notre script ici, eh bien, ça va fonctionner correctement. On vérifie ici si le TOTP, donc le code TOTP de l'utilisateur est valide. Si c'est le cas, on le laisse se connecter, et sinon, on va lui dire echo code TOTP invalide. Ou pour être un petit peu plus simple, on va juste dire code de double authentification invalide. À présent, on va venir rajouter ce nouveau champ au niveau de notre formulaire. On va tout simplement ajouter une entrée, qui peut être une entrée de type texte, qui va s'appeler code de double authentification, et le name c'est TFA-du-bas code, que l'on a utilisé justement sur notre page ici de login. C'est celui-ci, voilà, c'est cette variable-là qu'on a utilisée, post TFA-du-bas code. On va donc pouvoir tester ça, je vais recharger la page ici, je vais essayer de me connecter avec mon mot de passe 1234, et ici, si je clique sur connexion, il me dit bien cette fois-ci code 2FA invalide, simplement puisque je n'ai rien renseigné à l'intérieur. Je vais donc pouvoir renseigner un code de double authentification, je vais commencer par en rentrer un qui est totalement erroné, donc je mets n'importe quoi, ça ne marche pas. Et si j'utilise un code qui est cette fois-ci valide, 009 292, connexion, cette fois-ci, on a bien notre page de profil et on est connecté correctement. Petite subtilité par contre, si on inscrit un autre utilisateur, par exemple Jean avec un mot de passe, je vais lui mettre azerty, qu'on s'inscrit et qu'on vient se connecter, ici je vais dire jean@example.org et azerty. Jean n'a pas activé la double authentification et pourtant on ne le laisse pas se connecter en lui disant que son code de double authentification est invalide, alors qu'il n'a pas de secret, donc il ne peut pas avoir de double authentification activée. Pour éviter ça, on va donc rajouter une condition ici pour autoriser l'utilisateur à se connecter s'il possède bien un secret et que son code est valide, ou alors s'il ne possède pas de secret, c'est-à-dire que la double authentification est désactivée. Du coup ici on lui dit soit l'utilisateur n'a pas de code secret, c'est-à-dire pas de double authentification, donc on le laisse se connecter, soit l'utilisateur a un code qui est valide, donc ici on sous-entend qu'il a un code secret, puisqu'on est passé dans la deuxième condition du OU, et donc ici, s'il a un code secret et qu'il est valide, dans ce cas-là on le laisse se connecter. Je vais enregistrer ça et je vais retester pour vous montrer. On va refaire une connexion avec Jean, ça marche sans souci, et il peut d'ailleurs activer lui aussi la double authentification. Et si on vient se reconnecter avec Boris et que j'entre le mot de passe 1234, il va me dire cette fois-ci code de FA invalide, puisque PHP a vu dans la base de données qu'on avait bien un code secret, et donc qu'on attend un code de validation. Si j'entre un code, n'importe lequel, à nouveau, ça ne va pas fonctionner. Mais par contre, si j'entre le bon code, donc 769004, ça va tout à fait fonctionner et on est à présent connecté. Vous savez donc à présent comment implémenter une double authentification TOTP en PHP. A noter évidemment qu'on peut faire l'authentification en deux étapes, c'est-à-dire, c'est ce qui se fait souvent d'ailleurs, c'est-à-dire de demander d'abord l'adresse mail et le mot de passe, et ensuite, si jamais l'utilisateur a un code secret, si l'utilisateur a la double authentification activée, dans ce cas-là, on va lui demander dans un autre formulaire son code de vérification. C'est vraiment ce qu'il y a de plus sympa d'un point de vue expérience utilisateur, mais à nouveau, ça demande quelques étapes en plus, et je voulais essayer de rendre ça plus concis, plus digeste. Le tuto est déjà relativement long comme ça, donc je voulais essayer de rendre ça un petit peu plus court pour que ce soit plus simple à comprendre et de voir vraiment techniquement comment fonctionne la double authentification TOTP. Donc si vous voulez faire ça en deux étapes, l'idée ce serait d'abord de connecter l'utilisateur et de l'affecter à une variable de session, de dire voilà cet utilisateur est connecté, et de rajouter dans une variable de session qu'on est en attente de saisie du code de validation du TOTP, et seulement une fois que ce code a été saisi, vous pouvez indiquer dans votre variable de session que l'utilisateur est réellement connecté, qu'on a bien vérifié son code, et donc le laisser accéder à son profil. Donc c'est juste un petit peu plus long à implémenter, c'est hors du périmètre de ce tutoriel, mais vous pouvez tout à fait le faire en deux étapes avec deux formulaires si vous le souhaitez. Pour aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent, notamment d'un point de vue de la sécurité, vous avez remarqué qu'on stockait notre secret, ou le secret de nos utilisateurs plutôt, dans la base de données en clair, c'est-à-dire sans hacher, chiffrer ou quoi que ce soit, avec ces codes secrets. Le problème avec ça, c'est que s'il y a une faille au niveau de la sécurité de l'accès à notre base de données et qu'un hacker parvient à dérober nos données, eh bien, pour peu qu'il connaisse les mots de passe déjà en amont de certains utilisateurs, en connaissant également le secret, ce code secret de double authentification, rien ne l'empêche de son côté de régénérer des TOTP qui sont totalement valides et qui vont être acceptés par le système. Donc ça, c'est clairement une vulnérabilité qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on utilise cette double authentification avec ce principe de TOTP.
Maintenant, il y a plusieurs idées qui vous viennent peut-être en tête pour éviter que ce code secret puisse être récupéré si facilement. Et si votre première idée c'est de hasher ce code secret, eh bien ce serait génial, mais malheureusement c'est impossible, puisque le hachage, je le rappelle, c'est unidirectionnel, ça va dans un seul sens. Donc si on prend un code secret et qu'on le hache et qu'on stocke sa forme hachée dans la base de données, on ne pourra jamais le déhacher. Or, on a besoin, nous, de cette forme déhachée, de cette forme en clair, pour pouvoir vérifier que les codes TOTP entrés par les utilisateurs soient bien valides. Donc le hachage, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Une deuxième idée, ça pourrait être de chiffrer du coup ce code secret, et ça c'est une idée intéressante puisque le chiffrage, on peut chiffrer de façon bidirectionnelle, donc chiffrer pour que les données ne soient plus lisibles, et déchiffrer quand on a besoin d'utiliser ce code secret justement pour valider un TOTP. Alors cette idée elle est très bonne, mais le problème c'est que quand on chiffre quelque chose, on a besoin d'une clé de chiffrage, ou d'une paire de clés parfois, et ces clés, il faut également les stocker en clair quelque part. Donc on se rend compte au final qu'on fait que décaler le problème, puisque si c'est cette clé de chiffrage qui est trouvée par un hacker, il pourra également l'utiliser du coup pour déchiffrer les clés secrètes de nos utilisateurs, et donc on se retrouve exactement avec le même problème, sauf qu'on a une étape supplémentaire, donc ça rend la tâche quand même un petit peu plus complexe pour le hacker potentiel qui arriverait à accéder à notre serveur. Je dis pas qu'il ne faut pas chiffrer les secrets des utilisateurs, c'est toujours une bonne précaution supplémentaire à prendre, simplement il reste toujours une vulnérabilité si jamais un potentiel hacker arrive à accéder à notre serveur. Une dernière idée du coup, ça pourrait être d'utiliser un module physique dédié de stockage pour stocker justement ces secrets, et c'est une alternative également, c'est ce qu'on appelle un HSM, donc un Hardware Security Module, et c'est une sorte de petit serveur, un boîtier qui va vraiment être prévu pour stocker des clés secrètes ou des clés privées de façon très sécurisée. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est pas finalement qu'il va vous falloir un module de stockage comme celui-ci lorsque vous mettez en place de la double authentification, c'est simplement que la double authentification par TOTP, en tout cas, elle ne protège pas contre une faille du serveur. En fait, elle va vous permettre de renforcer la sécurité du point de vue des utilisateurs, c'est-à-dire que si un utilisateur écrit son mot de passe sur un post-it et qu'il se fait voler son post-it, eh bien avec la double authentification TOTP, le hacker qui aura hacké l'utilisateur et non pas votre serveur du coup, il va pas pouvoir aller plus loin puisque ce TOTP il sera généré sur le téléphone de l'utilisateur auquel le hacker n'aura pas accès. Donc c'est ça qui est vraiment important finalement, c'est que ce type-là de double authentification TOTP, il est très bien pour protéger plus vos utilisateurs, mais si c'est votre serveur qui a une vulnérabilité, dans ce cas-là, ça fait que compliquer un petit peu la tâche pour un pirate, mais ça ne rend pas du tout impossible l'accès à des comptes utilisateurs, du moins si le hacker connaît les mots de passe qui eux sont quand même stockés de façon hachée dans votre base de données. Une autre question qu'on peut se poser, c'est que se passe-t-il si l'utilisateur perd son téléphone? S'il le perd et qu'il n'a plus accès à son compte parce qu'il ne peut pas rentrer son code TOTP de validation, eh bien malheureusement il n'y a pas grand-chose à faire, l'utilisateur ne pourra plus se connecter à son compte. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être déjà vu sur certains sites ou certains logiciels, lorsque vous activez la double authentification, on va vous donner par exemple 10 codes, une liste avec plein de codes, et ces codes-là en réalité ce sont des codes de secours que vous allez pouvoir utiliser justement si jamais vous n'avez plus le moyen de générer un TOTP avec votre téléphone, tablette ou quoi que ce soit d'autre. En tout cas, lorsque vous mettez en place ce genre de système de double authentification, effectivement, la meilleure façon de faire, ça reste encore de générer une liste de codes aléatoires, de fournir ça à l'utilisateur lorsqu'il active la double authentification, et à ce moment-là, vos utilisateurs devront prendre soin de bien conserver ces codes-là et de les utiliser à la place du TOTP si jamais ils n'ont pas accès à leur téléphone, par exemple. Évidemment, il n'existe pas que le TOTP en termes d'authentification à double facteur, c'est vraiment une méthode parmi d'autres. Il existe également l'OTP, donc sans le T pour le time-based de début, dont j'ai parlé rapidement en tout début de vidéo. Et l'OTP, finalement, c'est le principe de ne pas générer un code basé sur le temps, mais de le générer aléatoirement depuis votre serveur et de l'envoyer à l'utilisateur par email ou par SMS. Alors c'est une technique qui est également très intéressante, mais qui est plus lourde quand même au niveau de l'infrastructure que ça demande. Pourquoi? Puisque si vous avez beaucoup d'utilisateurs, il faut à chaque connexion d'un utilisateur aller générer un nouveau code et surtout l'envoyer soit par SMS, soit par email, en s'assurant également de la délivrabilité, c'est-à-dire que l'utilisateur va bien recevoir l'email ou le SMS que vous lui envoyez. Donc ça a un petit peu plus de dépendance quand même avec d'autres systèmes, mais ça reste quand même une très bonne façon de faire pour du OTP également. Ça peut être une excellente alternative de proposer du TOTP et du OTP de ce style-là, puisqu'il y a certains utilisateurs qui vont pas forcément apprécier d'avoir à télécharger une application, d'avoir à ouvrir l'application à chaque fois qu'ils veulent se connecter, de recopier le code, et puis si jamais on a passé les 30 secondes, il faut attendre le prochain, enfin bref, ça peut un petit peu embêter les utilisateurs, et du coup d'avoir plusieurs méthodes de double authentification, c'est toujours un très bon moyen également de proposer une meilleure expérience utilisateur.
Le fait d'utiliser ces OTP, soit par SMS ou bien le TOTP comme on l'a vu ici, c'est que vous bénéficiez également de la protection du téléphone directement si l'utilisateur a un code sur son téléphone ou bien du Face ID, une empreinte digitale ou ce genre de choses, et bien en plus d'avoir le mot de passe et le TOTP, pour accéder à son TOTP, l'utilisateur va devoir déverrouiller d'abord son téléphone, ce qui rajoute de façon indirecte un autre facteur d'authentification, donc ce qui renforce d'autant plus la sécurité. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte également quand on met en place ce genre de méthode d'authentification à double facteur. Et enfin, la dernière dont je voulais vous parler, c'est FIDO U2F, donc pour Universal Second Factor. Et là, c'est plutôt quelque chose qui va s'axer pour une cible professionnelle, pour des entreprises, qui consiste à avoir un petit device, une petite clé USB par exemple, sur laquelle on va avoir une clé stockée qui va nous permettre de nous authentifier auprès d'un service en tant que second facteur. Donc tout ça, il y aurait matière à faire vraiment des vidéos dédiées à ces principes-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur quels sont les meilleurs moyens et les moyens les plus sécurisés d'authentification. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, dites-le moi dans les commentaires et puis on pourra en parler un petit peu plus en détail dans d'autres vidéos. En tout cas, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Vous retrouverez également en description toutes les sources dont vous pourriez avoir besoin. Et moi, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.